intéressant de penser qu'on peut, sans concordisme, parce qu'on n'aime pas trop ça, je crois, sans concordisme, personne n'aime ça, quand même avoir l'impression qu'on parle de la même chose d'un côté ou de l'autre. Donc on vous remercie vraiment beaucoup de ça, et aussi de ce désir prophétique que vous exprimez d'une société qui serait plus triadique que dualiste. C'est vrai qu'en tant qu'orthodoxe, évidemment, on aimerait bien voir la manifestation de la Trinité dans ce monde. Alors, Madame Savinski, vous arrivez à un bon point, parce que vous allez nous dire comment en Roumanie, particulièrement, cette réflexion sur foi et science s'articule. Et alors, vous avez le privilège d'être une femme, enfin venir ponctuer notre dialogue par votre présence. Donc, nous attendons avec beaucoup d'impatience, vous allez nous dire. Oui, merci. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation qu'on m'a fait de participer à une réunion si intéressante. Excusez-moi, mais je suis vraiment émue. Une fois parce que je parle dans une église. La seconde raison est parce que je parle devant des personnalités de l'église, de la théologie et des sciences. Et permettez-moi de faire une petite correction dans le programme. Je ne suis pas membre de l'Académie roumaine. Par contre, Basara Nicolescu est membre d'honneur de l'Académie roumaine, mais je suis directrice de l'Institut d'astronomie de l'Académie roumaine, donc je suis astronome. Et dans cette qualité, et pas même cosmologue, je suis astrométriste. C'est une spécialité qui s'occupe des positions des étoiles sur la route céleste, des positions qui arrivent maintenant jusqu'à millionième de secondes d'arc et de l'irrégularité de la rotation terrestre et du temps. Et dans ce domaine, la France a une très longue tradition et peut-être il y a les meilleurs astronomes dans ce domaine. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une très bonne coopération avec les astronomes français. Je suis arrivée plusieurs fois à Paris. Et il y a peut-être, je ne me souviens pas très bien, peut-être 3 ans, Basara m'a fait le plaisir, l'honneur de m'inviter pour le lancement d'un livre. C'était le jour de 7 novembre, une date qu'on n'oublie pas très facile. Il y avait 4 personnalités à la table, il y avait une table ronde autour de son livre. Et je me souviens très bien il y avait des scientifiques et des orthodoxes, c'était lui et Jean Kowalewski. C'était la première fois que j'ai écouté un dialogue autour de problèmes de sciences et religion. J'étais vraiment émue, j'étais bouleversée de tout ce que j'ai écouté et je me suis promis de faire quelque chose dans ce domaine. Et l'année prochaine, j'ai eu l'occasion d'être invitée ici à Paris, c'était l'an 2000, à une réunion d'exception organisée par Jean Stone, par l'UIP, à UNESCO. Et à cette occasion, ma seule intervention est d'inviter les collègues de faire un dialogue en Roumanie. C'était pas facile, on a organisé l'année passée le premier colloque sciences et religion dans un pays orthodoxe et post-communiste. C'était un effort énormément, je ne voudrais pas me plaindre, mais je voudrais que vous connaissiez la situation d'un pays qui a gagné partiellement la liberté en 89, parce qu'on a gagné la liberté de s'exprimer, la liberté de critiquer les uns les autres. Il n'y a plus la peur, peut-être, mais en même temps, la liberté d'esprit, je pense qu'elle n'est pas tout à fait gagnée. On a encore beaucoup à travailler dans ce domaine et le dialogue entre les sciences et religions, je pense qu'apportons auront une bonne contribution dans le domaine de la liberté de l'esprit. D'un côté, j'ai eu des réactions assez dures contre tel dialogue et de l'autre côté, même au niveau des officialités, c'était pas facile. Et peut-être dans le dernier moment, grâce à une visite de Basara Nicolescu, de Jean Stone, un représentant de la Fondation américaine d'Impleton, nous avons réussi de convaincre les autorités qu'un tel dialogue, ce n'est pas une mode, peut-être c'est à la mode dans le
le monde entier, même que nous sommes dans un troisième millénaire, donc le problème change, les problèmes de l'humanité deviennent de plus en plus discutables et c'est le moment d'offrir des possibilités de dialogue à plusieurs, mais surtout en Roumanie. Et parce que la table ronde s'appelle « Pourquoi et comment développer le dialogue entre la science et la théologie ?» je voudrais m'appuyer sur ce sujet qui pourrait être « Pourquoi et comment développer le dialogue entre la science et la théologie en Roumanie ?» Chez nous, comme je vous ai déjà dit, on a commencé ce dialogue l'année passée. J'ai eu moi-même la chance de rencontrer des jeunes qui sont tout à fait préparés. Je ne parle pas des grandes personnalités. Nous avons heureusement en Roumanie des personnalités qui ont de telles préoccupations, qui ont une telle expérience. Ce sont les âgés parce qu'il y a une autre génération qui n'a pas eu une éducation religieuse systématique, malheureusement, comme moi, nous sommes intéressés, mais malheureusement, seulement dans les dernières années, nous avons eu cette possibilité. Mais les jeunes, et je me permets de le dire, que deux sont parmi nous, ce sont les jeunes représentants de la science et de la théologie. Il s'appelle le prêtre Respanionescu ici, l'autre c'est l'assistant universitaire Adrian Lemeni, et le troisième à Bucarest, c'est Doru Kostaki, qui est aussi assistant à l'université dans le domaine de la théologie. Je me permets de le mentionner parce qu'on a besoin de jeunes qui viennent après nous pour aider ce dialogue qui est absolument nécessaire dans un pays comme le nôtre, dans un pays où la matière joue un rôle plus important, incomparablement plus important que le problème spirituel. Bon, il y a une certaine réaction même positive, il y a même des éditions dans le dernier temps, même nous espérons d'avoir le volume dans peu de temps, 2-3 mois peut-être, les 2 volumes du colloque de l'année passée, mais il y a même je pourrais mentionner des émissions de télévision ou de la radio où on utilise quelquefois ce dialogue en attaquant l'Église, en attaquant les dialogues et les traditions dans notre pays. Et c'est pour ça que je me suis proposé d'étudier très soigneusement qu'est-ce qui se passait, quelles étaient les connaissances scientifiques ou l'apport, si vous voulez, l'apport de l'Église dans le domaine de la connaissance. Et j'étais surprise qu'il y a des contributions épocales chez nous, sur le territoire romain, qui sont très mal connues. Une a été mentionnée par un prêtre, s'appelle le prêtre Drăgulin, qui a découvert, il y a des objections, mais personne ne l'a contredit, il a découvert que l'auteur du calendrier chrétien, Denis le Petit, est né à Tomis, ou près de Tomis, donc sur le territoire romain. C'est inutile de mentionner la contribution de Denis le Petit, Dionysius Exiguus, qui, dans le VIe siècle, donc dans l'an 525, il a publié le livre de Pascal, dans lequel il a rédigé un nouvel calendrier qui a eu comme origine l'an de naissance de Jésus-Christ. Donc, je dis chaque fois qu'il était 2 fois génie. Une fois parce qu'il a introduit cette date historique pour l'humanité comme date unique pour tous les calendriers, donc pour tout le monde indépendant de leur religion. Et deuxième fois parce qu'il a calculé, après 500 ans de la mort de Jésus-Christ, il a calculé la date de sa naissance avec une erreur entre 5 et 8 ans. Donc après 2000 ans, nous ne sommes pas capables de dire 5 ou 8 ans. Donc l'erreur de laquelle introduite par Dionysius Exiguus était fantastique à son époque. Ça prouve des connaissances astronomiques, des connaissances historiques, une documentation d'exception. En allant plus loin, j'étais surprise de voir par exemple que le premier observatoire astronomique qui est construit sur le territoire romain, c'était à Auratia,
et il était l'œuvre d'un évêque de Transylvanie, Ioan Vitez, qui a vécu dans le XVe siècle, et il était l'instituteur des fils de Iancu de Hunedoara, et il était évidemment occupé à cette époque de la littérature, de l'art, de la musique, mais peut-être vous ne connaissez pas, il y a même une société européenne qui s'appelle l'astronomie en culture. Donc la culture était, on ne pouvait pas faire la culture sans l'astronomie. Donc il était intéressé dans le domaine de l'astronomie. C'est comme ça qu'il a senti le besoin de construire un observatoire à Oradea, et je pourrais mentionner que cet observatoire était bien avant l'observatoire, le fameux observatoire de Tycho Brahe, qui a été construit à Uraniborg, en Danemark, en 1576. Donc, et même il a invité plusieurs astronomes de renommée de Vienne ou d'autres de Prague, donc des cités universitaires bien connues à l'époque. Et il a dit ce que les astronomes nomment tabulae varadieses. Ce sont les tabelles de calcul astronomique de Oradea. Donc voilà un évêque, un prêtre qui a compris très bien le rôle de la connaissance de l'univers pour une société, pour la culture. Allant plus loin, on trouve dans l'histoire de la Roumanie une personnalité vraiment très peu connue, et parce qu'aujourd'hui on a parlé de Thessaloniki, j'ai eu la chance de visiter Thessaloniki, d'être près de, je ne sais pas le nom de sa père de Dimitri et de... Le relique oui, et c'était l'occasion d'un congrès de l'histoire des sciences et de l'astronomie, et j'ai présenté la personnalité et les connaissances de l'astronomie de Chrysan Notara. Les Grecs étaient surpris qu'ils ne savaient pas que nous connaissions cette personnalité, qui était aussi instituteur, mais cette fois-ci des enfants de Constantin Brăcoveanu. Constantin Brăcoveanu a décidé de l'envoyer pour faire ses études, pour élargir ses études dans les plus fameuses universités de l'époque, et évidemment une était à Paris, et c'était juste au moment que l'Observatoire astronomie de Paris était fondé, au temps de Louis XIV. Le premier directeur de cet observatoire était le fameux Cassini I, et il était collaborateur, et peut-être on pourrait dire élève de Cassini I. À la suite des études qu'il a fait à l'Observatoire de Paris, il a publié à Paris, en 1716, un livre qui s'appelle Introductio ad Geographiam et Sphera, un livre qui prouve des connaissances surprenantes pour son époque de l'astronomie et de la géographie. C'est le livre, le premier livre où on a trouvé les coordonnées exactes de Bucarest et de Târgoviște, donc deux villes principales sur le territoire roumain. Et malheureusement, ce livre n'est pas encore traduit. On espère de le traduire pas en français, en anglais, pour être connu par tout le monde, et d'avoir des commentaires faits par des astronomes, des théologues, des historiens. Parce qu'à la fin de sa carrière, il est arrivé jusqu'à la plus haute position, il est devenu patriarche de Jérusalem. Donc voilà une grande personnalité des sciences et des religions en même temps dans une seule personne. Évidemment, on trouve ensuite d'autres personnalités. Je voudrais mentionner seulement une, c'est la personnalité de prêtre Nicolae Stoica de Hatzek, qui a vécu au XVIIIe siècle, et il a eu des contributions importantes dans le domaine de l'astronomie. Il a publié même des cours d'astronomie qui ont été longtemps utilisés. Et je ne pourrais pas terminer cette très courte histoire des contributions communes des personnalités scientifiques et théologiques en même temps, sans mentionner que les documents que nous gardons sur les principaux événements astronomiques, des comètes, des éclipses solaires et d'autres, même des séismes, tout ça, se trouvent dans les archives des monastères du territoire romain. Parce que vous savez peut-être mieux que moi que les monastères ont été longtemps
des foires de culture qu'on ne peut pas les négliger, mais je pense que d'une manière sont négligées parce qu'il n'y a pas la possibilité de les utiliser dans leur réelle valeur. Donc, je fais cette courte présentation parce que j'étais obligée de répondre, comme je vous ai dit, à une accusation que l'Église, on peut trop dire, que l'Église n'a pas persécuté les scientifiques en Roumanie parce qu'il n'y avait pas de sciences à haut niveau, et parce que encore pire, parce que les prêtres n'étaient pas capables de comprendre le niveau scientifique de l'époque. Donc voilà, je vous ai présenté seulement quelques personnalités qui prouvent le contraire. Pour nous, les Roumains, nous reste une grande lutte pour imposer ce dialogue parce qu'il y a vraiment des possibilités de dialogue ou de conflits entre les sciences et religions. Et je pense qu'à notre époque, dans le XXIe siècle, sans un réel dialogue entre les deux point de vue sur le même monde, sur le même univers, c'est impossible de progresser. C'est dur de le dire, mais pour une société comme la nôtre, dans laquelle la mobilité des jeunes est si grande qu'on perd les cerveaux, je pourrais dire entre les guillemets, c'est une manière même de garder les liaisons avec les jeunes qui travaillent ailleurs, dans tout le monde, et pour leur offrir des racines très fortes parce qu'ils partent dans le monde sans être bien conscients de la région d'où viennent, de la tradition roumaine dans l'orthodoxie, et ils font très vite face à d'autres cultes religieuses, et malheureusement des sectes, ils ne le veulent pas, mais ils sont pratiquement assiégés par cette secte, et s'ils n'ont pas une préparation très forte de chez eux, de l'Église, c'est dommage de perdre toutes ces intellectualités, toutes ces forces spirituelles qui pourraient nous aider pour l'avenir. Merci de votre attention.